Je voulais vous Bonjour. dire, je suis à Marie-Lannelongue là, et ils m'ont toujours pas trouvé une chambre. Je suis dans la salle d'attente, donc à un moment donné, je risque de quitter, mais je reviendrai. Il n'y a pas de problème, Fabrice. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue déjà à tout le monde et je suis heureuse de vous retrouver en ce début d'année. Donc, le thème de ce jour concerne les EFR, qui veulent dire exploration fonctionnelle respiratoire, mais je pense que vous le savez tous. C'est un examen que nous passons à chaque visite de suivi de la fibrose pulmonaire chez notre pneumologue. Par contre, une fois l'examen terminé, l'infirmière nous imprime les résultats. Nous essayons de comprendre, mais avec beaucoup de difficultés pour l'interprétation. C'est pour répondre justement à toutes nos questions que nous avons invité le docteur Nakache, qui va pouvoir nous éclairer sur ce sujet. Bonjour docteur Nakache, merci d'avoir accepté notre invitation. Et avant de vous poser la première question, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis le docteur Nakache, chef de service du service de pneumologie oncologie de l'hôpital Paris-Saint-Joseph, qui est à Paris dans le 14e. J'ai travaillé dans les maladies rares depuis le professeur Jean-François Cordier, prédécesseur du Vincent Cotin. Donc j'étais un interne de professeur Jean-François Cordier qui a créé ce groupement de médecins qui travaillent sur les maladies rares en France. Et donc ça fait maintenant à peu près 30 ans. J'ai travaillé à Avicenne, qui est devenu par la suite un centre de référence des maladies rares. J'ai travaillé à l'hôpital Tenon, qui est aussi devenu un centre de référence. Et je travaille à l'hôpital Saint-Joseph depuis, moi, j'en ai pris la chefferie de service depuis 2021. Et on a répondu à l'appel à candidature pour les centres de compétences et de référence avec l'équipe existante, avec le recrutement qui, pour la plupart, m'a suivi. On a pu obtenir le centre de compétences qui, peut-être que vous signifie simplement de prendre en charge les malades du bassin de vie de notre hôpital. Alors, la région parisienne est riche en centres de référence et centres de compétences, mais elle est aussi très dense en population. Et, je crois qu'il n'y a aucun centre de référence ou de compétences qui n'a pas grand-chose à faire. Il y a beaucoup de demandes de tous nos collègues médecins généralistes, mais aussi beaucoup d'homologues généralistes. Et donc, c'est ça le rôle du centre de compétences. On participe tous aux essais thérapeutiques d'orphalingue, tous. Et puis moi, je suis le promoteur, enfin plutôt le coordinateur de l'essai EXAFIB dont on a déjà parlé ensemble sur les exacerbations de fibrose pulmonaire idiopathique. On essaye de participer aussi à l'enseignement dans le cadre des journées de pneumopathie interstitielle diffuse. Donc un sujet, mon sujet de prédilection depuis quelques années. Voilà. Merci beaucoup, docteur Nakache, pour cette présentation. Vous êtes multitâche, multicarte et bien occupé. Donc, je vais vous poser maintenant sur le sujet du jour qui concerne les EFR la première question. Pouvez-vous nous dire ce que sont les EFR en quelques mots? Alors, vous avez dévoilé tout à l'heure l'acronyme, effectivement, exploration fonctionnelle respiratoire. Et en deux mots, tout simplement, c'est votre capacité respiratoire, votre capacité à ce que, et notre capacité à tous, à ce que le poumon puisse euh, faire son rôle d'échange gazeux. Et dans les échanges gazeux, on entend par là la captation de l'oxygène de l'air. Vous savez, certains d'entre vous savent que dans l'air, il y a 21% d'oxygène, et c'est de ces 21% d'oxygène qu'on se nourrit. Et c'est le poumon qui est la surface d'échange qui va capter cet oxygène de l'air, avec une fonction le plus souvent née, passive, parfois active, notamment lorsque l'on est malade. Et c'est le poumon aussi qui va permettre à renvoyer les déchets qui sont le gaz carbonique, parce que
dans le métabolisme de nos cellules. Les cellules consomment de l'oxygène et par le biais de leur métabolisme, elles rejettent le gaz carbonique. Ce gaz carbonique est toxique pour l'organisme et doit être rejeté dans l'air. Donc, c'est aussi le poumon par cette membrane d'échange. Du coup, le poumon, c'est vraiment d'évaluer la capacité de notre organisme à capter l'oxygène et à rejeter le gaz carbonique. Et que veulent dire tous les acronymes VEMS, CVF, DEM? Alors, c'est assez simple. Donc, EFR, exploration fonctionnelle respiratoire. L'acronyme, les deux acronymes les plus importants pour les malades souffrant de fibrose pulmonaire sont la CVF, la capacité vitale forcée, et la DLCO, ou la CAP. Alors, c'est des acronymes un peu anglophones, hein. Capacité de diffusion du CO. Donc, CVF, capacité vitale forcée, c'est le volume global que vous avez la capacité de mobiliser dans votre poumon, et on ne peut pas mobiliser tout son thorax. Si on mobilise tout son thorax, ça veut dire qu'à un moment, le thorax est totalement vide. Ce qui reste dans le thorax quand on a tout vidé s'appelle le volume résiduel. Ce volume résiduel, il est fixe et vous ne pourrez pas le rejeter dans l'air dès dans votre thorax. Par contre, ce que vous êtes capable d'inspirer complètement et d'expirer complètement, c'est la capacité vitale. Et on l'appelle forcée lorsque l'épreuve pour le faire est une épreuve en expiration forcée, ce que vous faites aux EFR. La capacité de diffusion CO, la DLCO, et la capacité qu'a la membrane de votre poumon, qui est la membrane de l'alvéole, à capter le CO. Et ça témoigne de la perméabilité de cette membrane. Et la perméabilité permet les deux, capter l'oxygène et rejeter le CO2. Mais on ne peut pas faire cette évaluation avec de l'oxygène ou avec du CO2. Et on utilise, par un artifice, on utilise le gaz qui s'appelle le CO pour évaluer et donc la capacité diffuse. Ensuite, vous avez le VEMS. Ça vous concerne beaucoup moins. Le VEMS, ça c'est un acronyme français, volume expiré maximal en 1 seconde. Ça, ce sont les malades qui ont des maladies des bronches, souvent les asthmatiques, qui ont des problèmes. C'est une valeur qui est la valeur du volume que l'on peut expirer au maximum en 1 seconde. Donc, on demande aux patients, vous le faites, d'inspirer complètement. Une fois que vous êtes en haut de votre inspiration, votre poumon est plein. Et là, vous expirez à fond très rapidement. Et ce qui arrive, le volume que vous arrivez à expirer en 1 seconde, c'est le VEMS. Ce volume témoigne de la perméabilité de vos bronches. Non pas de la capacité respiratoire globale, mais surtout de la perméabilité de vos bronches. Quand vous continuez à expirer, vous videz complètement les poumons, votre CVF. Comme autre acronyme, vous m'avez parlé DEM. ou DEM. C'est le débit expiratoire des petites voies aériennes. Et donc, c'est une valeur qui a son importance dans l'expiration, la perméabilité de toutes petites voies aériennes. Donc, pour les fibroses pulmonaires, ça n'a aucun intérêt. Pour les asthmatiques, ça a peu d'intérêt. Pour les très jeunes, ça a un intérêt. Pour les maladies des bronches des enfants, ça peut avoir un intérêt, ou des jeunes adolescents. Par contre, chez les transplantés, puisque la transplantation, dans ces signes de rejet, il y a les atteintes des bronchioles et des bronches, là c'est intéressant, même si c'est battu en brèche. Mais cette valeur est toujours utilisée, malgré tout, pour évaluer le débit dans les petites voies aériennes, et c'est des signes de bronchiolite. Voilà. La difficulté de ce DEMM, c'est que dans tous ces volumes et ces débits, il y a des normes. Donc, les humains ne sont pas à 100%. Vous ni moi, nous sommes à 100%. Il y a des normes, il y a une courbe ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Les humains sont entre 80
et 120%. D'accord? Être à 80%, c'est normal. Être à 120%, c'est normal. Et la moyenne, c'est 100%. Le problème du DEM, c'est que chez les sujets âgés, la norme est très, très variable. Très variable. Elle va plus aux alentours de 50 jusqu'à 130% que 80 à 130%. Par contre, chez les jeunes, ça se resserre et ça a un intérêt. C'est pour ça qu'on l'utilise plus facilement chez les jeunes. Je ne sais pas si vous aviez un autre acronyme d'intérêt. L'acronyme d'intérêt, bon, c'est le VEMS, mais vous en avez parlé, le CVS aussi. Il y a le DEM 25-75 ou 25 ou 50. Alors, les données chiffrées représentent quoi exactement? DEM 25, c'est le débit que vous avez lorsque vous avez expiré 75% de votre poumon, lorsqu'il vous reste 25% de votre poumon expiré. Le DEM 75, c'est le débit lorsque vous avez expiré les 25 premiers pourcentages de votre 25% de votre poumon. Lorsqu'il vous reste 60% à expirer, on prend le débit à ce moment-là. D'accord. Donc, c'est les débits à des valeurs différentes au volume de votre poumon. C'est vraiment intéressant dans votre maladie que chez les transplantés. D'accord. Et dans les volumes pulmonaires, il y a le CV, le VRE, le CRF, des acronymes. On ne sait vraiment pas ce que ça veut dire en fait. CPT, vous ne m'avez pas cité, mais la CPT, c'est important. La CPT, c'est la capacité pulmonaire totale. Et Hmm. donc, on avait suivi sur la CVF, c'est tout le volume du poumon moins le volume résiduel qui vous reste quand vous expirez tout, parce qu'il reste du volume quand vous expirez tout. Le thorax se laisse pas, c'est pas comme un ballon de baudruche, il se vide pas complètement. Et bien la CVF plus ce VR, c'est la capacité pulmonaire totale. La CRF, c'est la capacité résiduelle fonctionnelle. Et donc ça, c'est pas très important. On l'utilise surtout pour les asthmatiques. Il n'y a pas un intérêt énorme à vous le définir, Euh, mais c'est la capacité lorsqu'on est en expiration. D'accord, Voilà, donc c'est le plus important. d'accord. Et pourquoi nous réalisons tous systématiquement un EFR à chaque visite médicale? Hein, c'est vraiment la base du suivi. Nous, on a trois critères hein, pour votre suivi. Le premier critère, c'est vous. Comment vous allez sur la toux, comment vous allez sur l'essoufflement. Et vous, plus que moi, vous savez que quand vous êtes moins en forme, vous avez plus de mal à respirer, pour une capacité fonctionnelle identique, et ben, votre ressenti peut être différent. Vous savez que si vous êtes actif physiquement, vous allez être moins essoufflé. Mais il n'empêche que c'est notre premier critère, c'est ce que vous dites. Le deuxième critère, c'est le scanner, mais le scanner, c'est votre photo, hein. Moi, sur la photo, je vois la photo des gens. Alors, on peut voir quelqu'un qui a plus ou moins bonne mine, ça s'arrête là. On peut avoir mauvaise mine et une bonne fonction, ou bonne mine et puis une fonction pas très très bonne. Mais en tout cas, le scanner, la photo de votre scanner, de votre scanner, ça nous intéresse. Par contre, un des critères majeurs, et qui est objectif, tout réserve que la personne qui vous fait souffler le passe bien et que vous donniez au maximum de vous-même, l'élément objectif, c'est votre fonction respiratoire. C'est comme une voiture, vous voyez une belle voiture, vous pouvez essayer de la faire monter en régime, en puissance, soit vous arrivez, soit elle monte pas. C'est ça qui nous intéresse, c'est savoir précisément quel volume vous pouvez déployer. Est-ce que votre membrane fonctionne? Ça, c'est important pour déterminer objectivement votre capacité respiratoire. Et c'est important parce que notre attitude, nos décisions thérapeutiques
nos décisions, nos diagnostics d'aggravation, nos diagnostics de stabilité, nos diagnostics d'amélioration vont reposer là-dessus. Donc c'est au minimum, au départ, tous ceux qui ont été suivis au départ, quasiment tous les 3 mois. C'est au pire, quand on va très très bien et que le médecin est surchargé, maximum une fois par an. Et c'est toujours, 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 quand vous avez une sensation de moins bien, on doit le faire parce qu'on objective les animaux. Donc c'est vraiment un critère pour évaluer l'évolution de votre maladie. Ça évalue pas votre ressenti, votre qualité de vie, ça évalue pas l'état de votre poumon tel qu'il se présente sur le scanner, mais son fonctionnement. Bien. Et avant l'examen, est-ce que l'on doit bien être préparé au niveau repas léger ou d'être à jeun ou comment devons-nous arriver avant l'examen Alors, pour que l'examen soit optimal? faut arriver en forme. Faut arriver en forme. C'est-à-dire que non, il ne faut pas être à jeun. Malheureusement, vous êtes confronté à des bilans, parfois en hôpital de jour, où vous devez faire plusieurs examens. Et il y a un des examens qui justifie que vous soyez ou qui nécessite que vous soyez à jeun. Et donc, on vous fait le FR à jeun. Ce n'est pas la meilleure situation. D'accord? Théoriquement, on dit aussi que faut essayer de faire toujours à peu près à la même heure. C'est infaisable dans la vraie vie. Infaisable. Et donc, il faut bien sûr pas sortir du restaurant avec la garde, parce que on a besoin de ne pas avoir de ballonnement abdominal. Le ballonnement abdominal, bah, c'est comme chez les gens qui sont en surpoids. Si on a un ballonnement abdominal à cause d'une nourriture trop importante à midi ou du matin, on va pas bien souffler. Donc, c'est plutôt repas léger, et plutôt avec des vêtements amples, d'accord, et pas à jeun. Et il n'y a pas du tout de consigne sur la prise médicamenteuse, hein. C'est pas comme une prise de sang. Vous pouvez prendre vos médicaments le matin. Alors, il y a un petit bémol là-dessus aussi, c'est que moi, je vois des gens avec des EFR beaucoup moins bien qu'à la fois précédente. Donc, je les interroge parce qu'ils disent non, ça va comme avant, le scan est pareil. Et donc, il y a deux choses importantes à prendre en compte. C'est vous arrivez aux EFR, vous êtes un peu en retard, ou alors les gens vous disent ah bah j'ai une place entre deux, bah venez. Sauf que vous arrivez du parking de l'hôpital, vous n'êtes pas posé 5 minutes et vous êtes épuisé. Et là, c'est pas bon. Et la deuxième chose, malheureusement, c'est et ça aussi vous avez été tous confrontés à ça, dans le personnel, des gens qui poussent plus ou moins les patients. Et même une même personne, même infirmière, qui un jour va vous pousser un peu plus que d'autres fois. Nous, on doit faire la part des choses. Et dans la consigne que nous avons de valider une aggravation, c'est de refaire cet examen si on a une suspicion d'aggravation. C'est de ne pas valider une aggravation si le malade me dit bah non, toi, vous me dites que je vais moins bien, et si le scan est pareil. Donc, on le refait. Donc les deux écueils, c'est vraiment pas être fatigué et voilà, et être bien stimulé. Et concernant la spirométrie, qui est un examen dans la fameuse machine, pouvez-vous nous dire comment précisément vous analysez les résultats de cette machine et pourquoi est-ce qu'on nous pose les questions, quel est votre poids, votre taille, votre âge pour précisément cet examen-là de spirométrie? C'est simple. En fait, nous avons des normes. Et les normes dépendent principalement du sexe, de la taille, parfois du poids. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande tout ça. Et du coup, on vous compare. Alors, quand vous êtes suivi, on vous compare à vous-même. Et on va reparler du poids. Au début de votre prise en charge, on vous compare à des normes. Et donc, quand vous faites 1,60 m et que vous êtes une femme, vous n'avez pas les mêmes normes qu'un homme de 1,80 m, d'accord, au même âge, malgré le même âge. Et donc, comme je vous l'ai dit,
Une CVF est normale entre 80 et 120% de la théorique, qui est la moyenne. Et donc, cette moyenne, elle est évaluée sur des normes européennes. J'ai des gens qui ont la même taille que vous, et le même âge et le même sexe que vous. Alors, ça m'amène à vous parler de normes que l'on n'a pas, qui sont très mal évaluées. Parmi vous, il y a peut-être des patients d'origine africaine, et on sait que chez certaines populations africaines, les normes ne sont pas les mêmes. Et donc, on a des faux volumes très bas, alors que l'atteinte pulmonaire ne nous fait pas penser que le volume soit si bas. Donc ça, c'est une petite subtilité qu'on peut avoir. Ça, c'est des différences ethniques, mais c'est tout simplement aussi des différences morphologiques. Donc, c'est la taille du thorax, en fait. Deuxièmement, le poids. En fait, si vous soufflez et que la fois d'après, vous perdez 300 millilitres de CVA, capacité vitale forcée, ça veut dire que dans votre poumon, vous avez 300 millilitres de moins. Mm. Vous avez la question du pourquoi. Ou pourquoi c'est la maladie s'aggrave, ou dans la question du pourquoi, c'est il a pris 4 kilos. Et donc, c'est 4 kilos sont au niveau de la graisse abdominale, c'est au niveau de l'abdomen, et donc l'ampliation, la capacité du poumon à s'ouvrir est diminuée de 300 millilitres. Et donc, je ne m'inquiète pas, je dis aux patients qu'il est souhaitable de perdre du poids et pour retrouver une capacité respiratoire. Et d'ailleurs, dans votre vie, certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, on respire moins bien, on est en surcharge pondérale, sans fibrose, on le savait, avec fibrose, c'est pareil. On respire moins bien quand on est en surcharge pondérale. Voilà pourquoi on vous pose ces questions. D'accord. Et quelles sont les valeurs les plus importantes dans les EFR et pourquoi? Et comment on peut nous les interpréter? Les valeurs les plus importantes pour vous, c'est vraiment la CVF, capacité vitale forcée, et la DLCO. Et vous pouvez les interpréter euh, au regard des autres examens, associés d'autres examens. Euh, je- de toute façon, l'interprétation ne peut être qu'accompagnée. Bien sûr, on a très envie d'autonomiser les patients parce qu'on a beaucoup de patients et parce que c'est quand même l'évolution de la santé, notamment les projets de télésurveillance. Alors, aujourd'hui, vous n'êtes pas concernés, mais je n'ai aucun doute sur le fait que les gens qui ont une fibrose pulmonaire seront concernés par la télésurveillance, comme les gens qui ont un cancer du poumon, avec la preuve que la télésurveillance améliore la qualité de vie de ces patients, améliore même la durée de vie de ces patients. Et donc, on a très envie que vous vous preniez en charge et que vous êtes le premier signal d'alerte de ce qui vous arrive, mais vous- il vous est difficile d'interpréter tout seul et il faut bien se garder d'interpréter tout seul ces résultats. J'ai des patients, hein, les plus matheux, les plus scientifiques, les plus renseignés, qui viennent avec le détail et qui me parlent du détail de leurs valeurs. Et donc, c'est à moi de décrypter les choses, mais c'est comme ça qu'on peut les interpréter. Alors, la base de l'interprétation, c'est sévère, identique. Alors, chose très importante, j'allais passer à côté. 5% de variation, c'est rien. D'accord? Plus ou moins 5%, c'est rien. C'est-à-dire que si vous passez un jour d'une CVF à 60%, à l'autre jour d'une CVF à 56%, c'est rien. C'est au-delà de 5% que on se pose des questions. Pour la DLCO, c'est 10%. 9% de variation, c'est rien. Si je passe de 60 à 51, c'est rien.
Donc ça, c'est important parce que ça fait partie d'une réponse importante que vous devez enregistrer. C'est qu'on a une variation. De toute façon, on n'est pas égaux. Un joueur de tennis fait pas toujours le même coup droit, pas toujours le même revers, on souffle pas toujours de la même manière, mais la limite, c'est 5% pour la CVF, pour les volumes, et 10% pour la DLCO. D'accord? Donc, une interprétation accompagnée, une interprétation en sachant que on a des variations physiologiques de nos valeurs. Voilà un peu les éléments de réponse. Qu'il y a Non, non, j'écoutais la fin, puisqu'on était en train de parler de l'importance justement de la DLCO et de sa signification. Vous avez un peu répondu à la question que je voulais vous poser, sauf si vous avez euh, un ajout à faire sur la DLCO. Ou est-ce que vous avez dans les résultats, est-ce qu'on peut coupler par exemple la CVF avec la DLCO? Est-ce qu'il y a des données qui peuvent être importantes en analyse pour vous? DLCO, en fait, c'est, vous avez vos poumons qui sont remplis d'alvéoles et la DLCO, c'est la capacité de la paroi de ces alvéoles à laisser passer l'oxygène et s'extraire le gaz carbonique. Et enfin, quand vous avez une diminution globale de votre capacité pulmonaire, si votre volume est diminué de 50%, votre DLCO aussi est diminué de 50%. Donc tout ça doit être harmonieux. Par contre, quand vous apercevez qu'il vous reste 70% de capacité en volume, mais que votre membrane, elle laisse moins bien passer, ça veut dire que cette membrane est trop épaisse. Et dans l'épaisseur de la membrane, il y a un élément qui est important, ce sont les artères pulmonaires. Donc une DLCO plus basse que ne le laisserait penser la diminution de volume témoigne peut-être d'une pression trop importante dans les artères pulmonaires et d'une paroi de l'artère pulmonaire qui est trop grosse. D'accord? Donc c'est là où on peut analyser la DLCO et c'est là où on est très attentif, nous, à cette association CV-DLCO. Soit il y a une diminution harmonieuse et il y a a priori pas d'élément d'orientation vers les artères pulmonaires, soit la DLCO est plus basse que le voudraient les volumes, et il y a une anomalie des artères pulmonaires. L'autre élément qui vous fait diminuer la DLCO aussi de façon plus importante, c'est l'emphysème. Mm. On ce qu'on appelle un syndrome emphysème fibrose. Et donc, l'emphysème, c'est, contrairement à la fibrose, qui est un épaississement de la paroi de ces alvéoles, est plutôt une destruction de la paroi de ces alvéoles. Et donc, normalement, un poumon, c'est des alvéoles contiguës, les unes à côté des autres. Et il y a une surface d'échange. Si vous mettez, je ne sais pas si vous avez déjà donné cette image dans la tête, vous mettez au sol une alvéole à côté de l'autre, une alvéole à côté de l'autre, vous avez 140 mètres carrés, quasiment un terrain de tennis. La fibrose, c'est une destruction avec un épaississement de la paroi de ces alvéoles qui ne laisse pas passer. L'emphysème, c'est au contraire, vous remplacez 10 alvéoles par une seule. Et au lieu d'avoir ce réseau de vaisseaux qui passent entre les alvéoles, puisque vous n'en avez plus qu'une, bah, le vaisseau il est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Et donc la DLCO est moindre, la surface d'échange est moindre. Donc ce sont les deux maladies qui ont diminué la DLCO plus que le squamose avec la fibrose. Et pour terminer, j'ai une dernière question qui concerne le test de marche de 6 minutes, qui a priori est tout aussi important que les EFR. Pouvez-vous nous dire pourquoi et à quoi servent les tests de marche? Alors, les tests de marche de 6 minutes, c'est très important parce que les EFR, c'est la capacité de votre poumon au repos.
Et donc, on voit ce que vous êtes capable de faire au repos. Or, ben, vous en avez fait l'expérience, la plupart d'entre vous, au repos, ça va. Sauf que c'est à l'effort qu'on est essoufflé. Et donc, le test de marche de 6 minutes, c'est une évaluation de votre capacité respiratoire à l'effort. Et il évalue deux choses, la distance que vous arrivez à parcourir et la diminution d'oxygène lorsque vous faites un effort. Alors, je vais essayer d'être schématique. Si vous avez un petit globule rouge qui passe à côté de votre alvéole, ce petit globule rouge, il va passer et il va s'oxygéner en un tiers de seconde. Mais votre sang, lui, il passe quasiment pendant trois quarts de seconde à côté de votre alvéole. Donc il a largement le temps, ce petit globule rouge, il a beaucoup de temps pour s'oxygéner. Il s'oxygène en un tiers de seconde, mais il passe à côté de l'oxygène pendant trois quarts de seconde. Par contre, quand vous faites un effort, bah, le débit augmente. Et le petit globule rouge, lui, passe beaucoup plus vite. Et c'est là où, parce qu'il parle plus vite, il n'a pas le temps de capter l'oxygène. Et donc, ça témoigne bien de votre difficulté à capter l'oxygène, beaucoup plus qu'à l'effort. Et donc, ça témoigne de votre gêne à l'effort et de votre gêne à capter cet oxygène. Et donc, on constate effectivement qu'il y a ce qu'on appelle une désaturation à l'effort. Donc, on évalue ça, ça nous sert à vous suivre. Premièrement, on voit si d'une consultation à l'autre, vous marchez plus longtemps. On voit si d'une consultation à l'autre, votre taux d'oxygène diminue plus. Et ça ne nous sert pas qu'à ça. Ça nous sert aussi à vous dire, bah, à l'effort, vous pourriez avoir de l'oxygène, ça pourrait vous aider. Si le taux d'oxygène à l'effort est trop bas, au test de marche de 6 minutes, on vous propose de l'oxygène à l'effort. Et ça vous aide. Ça vous aide à faire du sport, ça vous aide à faire l'activité physique. Et c'est grâce à ce test-là. Au repos, on est incapable de le dire. Si vous avez 94% de saturation au repos, ben, on ne peut pas savoir, quand vous faites du vélo d'appartement, si vous descendez à 80 ou 85 ou 78. Donc, on ne peut pas vous dire combien d'oxygène il faut. Par contre, si on vous prend ça au test de marche de 6 minutes, on peut savoir que vous manquez d'oxygène à l'effort et qu'il faut mieux faire votre exercice physique adapté avec de l'oxygène. Donc, donc ça, c'est une petite test. Alors, euh, pour finir sur ce point-là, sur l'exercice, et toujours dans le cadre autonomisation, vous en tant que patient, on a fait un travail ici à l'hôpital Saint-Joseph, qui va être publié bientôt, sur le test de levée de chaise d'une minute. C'est un test qui est à peu près l'équivalent du test de marche de 6 minutes, que vous pourrez utiliser chez vous, parce que j'imagine que certains d'entre vous ont un saturomètre, et qui pourra vous servir aussi à évaluer votre désaturation à l'effort. Et donc, vous pourrez le faire régulièrement pour votre suivi et que ça soit un signal d'alerte pour certains événements. On nous pose souvent la question, enfin les infirmières qui nous font les tests de marche, c'est une question subsidiaire en fait. Est-ce que vous avez mal aux mollets? Est-ce que vous avez mal aux jambes? Comment vous vous sentez dans les membres inférieurs? La question est pourquoi? Et la question est pourquoi? Parce que, en fait, là, ça c'est très intéressant. Parce que tous ces tests d'exercice, malheureusement, n'évaluent pas que votre capacité respiratoire. Et il y a des pertes musculaires, il y a des problèmes articulaires qui font que, ben, un jour, vous pouvez avoir eu une crampe à la suite d'un exercice physique. Je vous fais faire le test de marche, vous perdez 100 mètres par rapport à la fois précédente, et je me dis, ben, mince, la maladie s'aggrave. Non, la maladie s'aggrave pas. La patiente a signalé qu'elle avait une crampe, une déchirure musculaire, mais elle a bien voulu faire le test de marche parce qu'elle est gentille avec nous. Donc, on vous pose la question pour savoir s'il n'y a pas un autre élément qui explique une diminution de votre capacité, en distance notamment. Ça, c'est très important. Ok. Merci beaucoup, docteur Naka. Je vais laisser maintenant un
tant de questions que certains souhaiteraient vous poser. Déjà, j'ai vu que Paul, tout à l'heure, avait levé la main. Donc, Paul, vous pouvez poser votre question au docteur Nakache parce on va faire à peu près rapidement parce qu'il est déjà 36 et il y a un autre thème que l'on voulait voir juste derrière concernant les effets indésirables. Donc, on va déjà poser des questions au docteur Nakache si vous en avez, bien sûr, sur les EFR. Paul, je vous laisse la parole. Oui, merci, merci, docteur Nakache, pour toutes ces explications. Si je comprends bien, dans le cas de la fibrose, pour en revenir aux EFR, ce qui est plus important, c'est plus le volume que le débit, puisque le débit, c'est plus pour les autres maladies. Et puisqu'on parle de volume, j'aimerais bien comprendre pourquoi on prend autant de mal et on fait autant d'efforts à mesurer la capacité résiduelle si celle-ci n'est pas mobilisée dans toute la mécanique de la respiration. Et pourquoi on s'efforce à- à- non seulement à mesurer la VRE, mais également à nous fournir la capacité pulmonaire totale qui est la CVF plus la CPT. Question auxiliaire, finalement, la capacité résiduelle, si elle n'est pas mobilisée dans donc le travail de respiration, elle sert à quoi? Elle est très importante. Elle sert à ce que le poumon ne se collabe pas. Ah, Sinon, il se collaberait. Donc, on doit avoir un volume résiduel. Donc, ça, c'est important. Et de toute façon, notre cage thoracique et le poumon qui est collé à cette cage thoracique empêche le poumon de se collaber. S'il n'y avait pas cette cage thoracique avec les pressions dans la plèvre, etc., le poumon se collaberait, il y aurait plus, on viderait complètement. Imaginez un ballon. Quand vous soufflez dans un ballon de baudruche pour le remplir, au début de l'inspiration, c'est le plus difficile. C'est quand vous essayez d'ouvrir. Imaginez qu'on ferme complètement les poumons pour inspirer après. On ferait bien trop d'efforts. Donc, ce volume résiduel, ça sert quand même à faire que ce poumon ne se collabe pas. Deuxièmement, pourquoi on le mesure? C'est une très bonne question, parce qu'on ne le mesure pas. Parce qu'on le mesure la première fois, d'accord? Il est important la première fois pour avoir une vision globale, mais finalement, il n'est pas très important les fois d'après. Il n'est pas très important dans le suivi. Une spirométrie suffit, d'accord? Et le VR ne peut être utile que quand on se pose la question d'événements supplémentaires, du rôle de l'emphysème, d'accord? mhm. S'il y a de l'emphysème associé, oui, c'est intéressant, parce qu'avec l'emphysème, le VR est augmenté, et donc ça nous augmente les volumes artificiellement. Mais sinon, dans le suivi d'une fibrose pulmonaire, le VR n'a pas un grand intérêt. C'est c'est bilan initial et en cas d'événement ou en cas d'emphysème. Merci. Alors maintenant, j'ai également une question sur la DLCO et également sur la CVF. En termes de normes, est-ce que vous pouvez nous dire, bon, j'ai compris l'histoire de la courbe de Gauss, etc., mais en termes de normes, à la fois pour la DLCO et pour la CVF, est-ce que vous pouvez nous donner euh, 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 les pourcentages pour c'est grave, c'est pas grave, c'est normal? Alors ça, oui, ça, je peux vous donner, bien sûr. La CVF, on dit qu'un malade est grave quand la CVF est inférieure à 50%, d'accord? Modéré quand c'est inférieur à 75% et léger au-dessus, d'accord? Et pour ce qui est de la DLCO, c'est grave quand c'est inférieur. Alors, ça dépend des papiers et de les revues, mais entre 30-35%, d'accord? Modéré inférieur à 50% et léger au-dessus. OK? Donc, la DLCO, pour considérer que c'est grave, il faut que ça soit plus bas que la CVF, hein. Donc CVF grave inférieur à 50%, DLCO grave inférieur à 30-35%.
Très bien, merci. Et enfin, la dernière question que j'avais, vous avez signalé le test de la chaise, mais vous n'avez pas expliqué en quoi il consiste. Ah, c'est très, très, très simple. Il suffit d'être sur une chaise, assis, une chaise d'une hauteur moyenne, standard 46-48 cm, ne pas se céder de ses bras et se lever, s'asseoir pendant 1 minute sans reposer forcément son dos sur le dossier de la chaise. Il faut faire attention, il faut mettre la chaise contre un mur pour éviter qu'elle recule au fur et à mesure ou qu'elle bouge, hein, parce que ça c'est. Et puis, on regarde la saturation. Les Une études minute, donc. pendant 1 minute. Les études qui ont été faites ont montré que c'était pas très concordant, mais finalement, on s'est aperçu il fallait pas regarder la saturation uniquement pendant la minute d'effort, mais aussi pendant la minute de récupération, la minute où le patient s'arrête. Et c'est au moment où le patient s'arrête que la saturation continue à diminuer. Et que finalement, entre un test de marche de 6 minutes et un test de levée de chaise d'1 minute, comme ça, où on regarde la saturation, même quand il s'est arrêté pendant 1 minute, il y a très peu de différence, entre 2 et 3% de différence. Ok, parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question au docteur Nakache? Jacques. Oui, bonjour. C'est pas trop une question, mais plutôt une remarque. Bon, vous savez que j'ai été greffé, mais quand j'ai été suivi pour la fibrose pulmonaire idiopathique, j'ai été suivi à Avicenne, et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, on me disait oui, mais voilà, 5%, bon, bon, c'est pas significatif. Bon. Et puis la fois d'après, on me disait encore 5%, c'est une baisse de 5%, mais c'est pas significatif. Et puis la fois d'après, c'était à nouveau ça. Et je me disais, bah oui, pas significatif, d'accord, mais enfin, quand on cumule les pas significatifs et quand tu cumules les 5%, au bout d'un moment, ça fait beaucoup, quoi. Et donc voilà, c'est simplement une remarque là-dessus, quoi. Non, mais c'est très très important, mais ça c'est un piège très classique. C'est-à-dire que nous, on ne doit pas prendre en compte la consultation d'avant, elle ne vaut rien. On doit prendre en compte un suivi longitudinal. Et sur le long terme, et quand on dit 5%, c'est-à-dire en dessous de 5%, c'est pas significatif, au-dessus de 5%, ça devient significatif, c'est sur 1 an, voire 2 ans. Donc effectivement, si vous arrivez, le patient qui arrive en janvier, avec 60%. Puis, il arrive en mai avec 58%, je lui dis significatif. Il arrive en juillet avec 57%, je lui dis c'est pas significatif. Mais s'il arrive ensuite en septembre avec, j'avais dit 60% au départ, 54%, là je lui dis c'est significatif. Parce qu'il faut partir des départs. Il ne faut pas uniquement prendre la consulte juste d'avant. Et c'est là où vous avez raison, c'est que si on regarde que la consommation avant, ben, c'est rare qu'on diminue en 3 mois de plus de 5 à 10%. Donc c'est sur 1 à 2 ans qu'on évalue ça. Dominique, tu avais une question. Je voulais juste terminer en faisant une remarque également sur ce que vous avez dit tout à l'heure euh, par rapport à la norme, les mesures par rapport à la norme. Quand on n'est pas suivi, voilà, vous êtes bien obligé de vous référer à quelque chose, donc c'est par rapport aux normes. Voilà. Moi, par exemple, j'avais une fibrose pulmonaire qui était d'origine génétique, et il se trouve que ma fille est porteuse de cette mutation génétique. Donc, elle a été appelée à Avicenne pour faire des mesures de souffle, de toute une série de FR. Et je pense que c'est pour ça, c'est pour pouvoir se référer non pas le jour où elle aura éventuellement un souci de poumon, c'est pour pouvoir se référer non pas à une norme, mais à ses propres mesures quand elle allait bien. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est tout à fait ça. Alors on peut pas faire une EFR à toute la population au cas où. Donc c'est pour ça qu'on a des normes et que on se base sur ces normes, mais c'est tout à fait ça. Du moment où on prend en charge un sujet, puisque là, elle n'est pas patiente si elle n'est pas malade, mais c'est un sujet, eh ben, effectivement, c'est bien d'avoir une FR de référence pour savoir. Et ça, on le connaît aussi très très bien chez les asthmatiques, hein, où on voit qu'ils sont à 100%, et puis malgré tout, ils sont pas bien. C'est parce que leur norme, c'était 120 au départ.
Et donc, ça, c'est important, oui. Merci. Merci. Dominique, tu peux poser ta question? Oui, merci docteur. Bon, j'ai trouvé effectivement le test levé chaise tout à fait intéressant parce que du coup, je ne connais pas le rythme qu'il faudrait éventuellement respecter d'un test de marche de 6 minutes. Moi, je sais, bon, j'ai une fibrose qui a été reconnue depuis 2021. Je n'en ai fait qu'un. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a malgré tout la nécessité de le faire une fois par an? Voilà quoi. Oui, théoriquement, dans les fibroses pulmonaires idiopathiques, on est censé faire un test de marche de 6 minutes une fois par an, D'accord. sous réserve qu'il n'y ait pas une stabilité, parce que bah, vous en êtes peut-être un témoin, une stabilité, il y a des fibroses pulmonaires idiopathiques très stables sur le long terme, et donc bah, on se dit, bah, là, il est stable depuis 6 ans, bah, je vais le voir que dans 2 ans. D'accord. Voilà. Mais théoriquement, oui, tous les ans. Et puis, donc ça, c'est le rythme de pratique du test de marche de 6 minutes. D'accord, merci beaucoup. Catherine, tu mets ton micro? Il n'est pas mis encore. Active ton micro, s'il te plaît. C'est bon? Voilà. Oui, c'est bon. D'accord. Bon, je voudrais d'abord m'excuser pour mon retard, mais j'avais un petit problème. Je voulais poser une question sur le triprostinil, qui est un médicament contre l'hypertension artérielle pulmonaire et que je prends dans le cadre d'un essai thérapeutique. Et je ne comprends pas, avec votre explication qui me paraît vraiment éclairante, hein, sur la perméabilité de la membrane, j'arrive pas à comprendre pourquoi, quel est l'effet de ce médicament qui d'ailleurs a des effets secondaires assez conséquents, quoi. Donc, je ne vois pas pourquoi on dit il est prometteur. Ça me paraît contradictoire avec la maladie elle-même qui justement commence à imperméabiliser la cloison, quoi. Au contraire, ça augmente, c'est censé augmenter la perméabilité de cette cloison. C'est-à-dire que le tépostinyl inhalé que vous avez, il est prescrit en général dans le cadre d'hypertension pulmonaire. Donc les artères pulmonaires hypertendues sont épaisses. Et leur épaisseur, elles empêchent la captation de l'oxygène, la diffusion de l'oxygène, exceptionnellement aussi le rejet de CO2. Et donc, en prenant ce médicament qui diminue la pression dans les artères, en fait, ça affine la paroi de l'artère. Et en affinant la paroi de l'artère, ça améliore la captation de l'oxygène. Mais on dit que notre maladie, quand c'est perdu, c'est perdu. C'est-à-dire si on perd de la capacité vitale, on ne peut pas la récupérer. Donc, je vois pas. J'avais dans la tête que, en fait, ces membranes qui me font penser à une plaque de miel, ouais, ouais, ça me fait penser à ça, elles étaient devenues imperméables et que il n'y aurait pas d'amélioration. Du coup, je comprends pas que, je comprends pas trop bien. Voilà. Dans cette paroi, il y a la paroi de l'alvéole, d'accord? Vous prenez l'air, paroi de l'alvéole, et puis à côté, il y a la paroi du vaisseau. Il y a deux parois, en fait. L'oxygène doit traverser deux parois. La paroi de l'alvéole, aujourd'hui, on ne sait pas l'amincir. On ne sait pas diminuer cette fibrose qu'il y a au sein de la paroi de l'alvéole. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la paroi du vaisseau, lorsqu'elle est épaisse et qu'elle provoque de l'hypertension pulmonaire, on peut diminuer cette paroi de vaisseau, mais grâce à un médicament que vous êtes obligé de prendre plusieurs fois par jour pour maintenir son efficacité. C'est comme la pression dans les artères du corps. On prend des traitements antihypertenseurs, et ben ça rend les vaisseaux plus souples. Et donc, ça améliore pas la paroi alvéole, mais ça améliore l'autre petit obstacle qui est la paroi du vaisseau. Donc, c'est cette différence qu'il faut faire. Mais ça ne changera pas la CVF, du Ah coup. non, pas la CVF. Et la DLCO? Donc, ça peut changer la DLCO.
D'accord. Ok. Ça ne change pas les volumes, non. Alors, parfois, on est surpris dans des études, des grandes études, etc., de trouver, de la médecine, des effets qui n'étaient pas attendus d'un médicament. Mais pour le moment, on n'a pas d'idée sur une augmentation de CVL par la tépostine. D'accord. Ok, merci. Une autre question avant que nous ne libérions un petit peu en avance, mais on n'aura pas le temps d'aborder le sujet d'après parce que là, il nous reste 6 minutes, sauf si Dr Nakache S'il va vous parler plaît, très vite, s'il mais vous vous plaît. n'aurez pas le temps de poser vos questions. Monsieur Roux, vous aviez... Oui, Monsieur Roux. Alors, ce sera la Oui, dernière question, alors. c'est la dernière. Oui. Euh, Simplement, que pensez-vous donc d'une DLCO qui passe de 64% à 44% en un an, alors que la CVF reste très stable, supérieure à 85%? Donc, plusieurs réponses. Plusieurs réponses. Une erreur de mesure, premièrement, parce que la DLCO, c'est pas facile à mesurer. Donc, ça se contrôle. Si ça a été contrôlé et que c'est un fait, OK, on prend acte. Si ça n'a pas été contrôlé, on se dit, alors que tout va bien et que le reste va bien, ça peut être une erreur de mesure. Deuxièmement, l'anémie, le fait d'avoir une diminution en globules rouges peut diminuer faussement, une fausse diminution de la DLCO. Et donc, il faut connaître son taux d'hémoglobine. D'accord? Parce que dans la diffusion du CO, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le CO qui passe de l'alvéole vers le globule rouge. S'il n'y a pas de globule rouge pour capter votre CO, vous avez une diminution de la diffusion, une fausse diminution de la diffusion, alors que la membrane ne bouge pas. D'accord? Et enfin, c'est les deux autres choses qu'on a évoquées tout à l'heure, l'hypertension dans les artères pulmonaires et l'emphysème. Donc, il y a plusieurs niveaux de lecture de cette diminution qui nécessitent une analyse importante. Merci. Je peux poser une question rapide? Quel est le Oui, rôle des Véronique, oui. antifibrosants tels que les sbriettes? Le rôle de l'antifibrosant, c'est de ralentir cette maladie, Oui. ce qui a été prouvé maintenant, hein, et de faire en sorte qu'on perde moins de capacité respiratoire dans le temps. D'accord? Donc c'est son rôle. Les sbriettes ne l'a pas complètement prouvé, mais on pense que ça le fait aussi. Ça diminue les risques des maladies qui sont les exacerbations. Mais voilà le rôle des antifibroses. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, ça empêche l'alvéole, enfin la paroi d'épaissir. Voilà, ça empêche pas la paroi d'épaissir. Si elle s'épaissit, elle s'épaissit moins vite et ça s'étend moins. Mais ça, C'est un problème de... Comment? C'est dû à quoi, en fait? la paroi qui s'épaissit, l'alvéole, Oui. ben, on pense que c'est une agression de l'alvéole qui a perdu. On agresse tous les jours nos alvéoles, notre peau, notre nez. Enfin, on est en constante communication avec l'extérieur. Et le poumon, c'est l'organe qui, par excellence, est en lien avec l'extérieur. On agresse quotidiennement notre poumon en respirant. Bon, ben, c'est bien, on prend l'oxygène, mais on les agresse. Et on pense que c'est une difficulté de réparation des alvéoles qui, lorsqu'elle est agressée, au lieu de se restituer, de guérir comme une plaie sur la peau, va créer de la fibrose avec un dépôt de collagène. C'est ça qu'on pensait, que ça va s'étendre petit à petit à côté des autres lésions. C'est ça notre hypothèse principale pour la fibrose. D'accord. Merci beaucoup. Merci, docteur Nakache. Nous allons devoir vous libérer. Il est 16h56. Désolé, on n'a pas pu aborder Non, les indésirables. non, mais on n'a pas le temps, mais vous voyez comme quoi les sujets sont tellement intéressants avec toutes les réponses que vous pouvez nous apporter, qui éclairent tout le monde, qui apportent les réponses à tous. En tout cas, merci pour euh, votre on va dire, je perds mes mots, voyez-vous. Disponibilité.
Votre disponibilité, vous voyez, je commence à avoir la mémoire qui flanche. Donc, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt et j'espère que les prochains thèmes seront tout aussi intéressants et qu'on pourra vous faire appel. Merci à vous et bonne continuation. Merci de votre invitation et merci de ce que vous faites pour les patients. Je donne toujours l'adresse de l'association pour les patients. Merci. Merci beaucoup du travail que vous effectuez pour ce groupe de malades. Merci à vous pour votre aide aussi. Au Merci revoir. beaucoup. À bientôt.